Par un bel après-midi d'été, un jeune couple chevauche en forêt. Un cheval s'emballe, la cavalière chute lourdement et se tue. L'autopsie conclut un accident. Mais pour les parents de la jeune femme, tous les doutes sont permis. L'humeur n'est pas de mise ce 1er avril 1996 à Spokane, dans l'État de Washington. Une bombe explose dans les locaux d'un journal local, puis une seconde dans une banque, après que 2 hommes armés y aient dérobé 50 000 $. De toute évidence, les gangsters sont des professionnels. Mais l'un d'eux commet une erreur qui lui sera fatale. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver sur ce plateau pour suivre ensemble ce nouvel épisode des Enquêtes Impossibles. Certaines histoires commencent comme des contes de fées. Une jeune infirmière rencontre un prince charmant, il est attentionné, riche et amoureux de la nature. Il se marie et rêve de partager une grande maison pleine d'enfants et d'animaux. Mais quelques mois plus tard, le rêve tourne au cauchemar. Le malheur frappe le couple comme un coup de foudre. Le comté de Hillsdale, dans le Michigan, ne compte que 40 000 habitants. C'est une région agricole où l'on cultive principalement le maïs et les haricots blancs. Ici, l'hospitalité est de mise et il y a toujours une place à table pour un éventuel ami de passage. Shannon Moore, 25 ans, a grandi dans la région, à Toledo, dans l'Ohio. C'est une jeune fille sans histoire. Elle était très bonne élève à l'école. Elle avait reçu une éducation religieuse stricte et déjà toute petite, elle voulait devenir soit bonne sœur, soit infirmière. Elle a fini par choisir la deuxième option. En septembre 1979, elle rencontre l'homme qui deviendra son époux au mariage d'une de ses amies. Il s'appelle David Davis et il a 36 ans. Elle est allée au mariage d'une de ses amies infirmière et en rentrant, elle m'a dit « Maman, je viens de rencontrer l'homme de ma vie. » On ne s'est pas quitté de la soirée, c'était fantastique. Il m'a dit qu'il était millionnaire, qu'il possédait des propriétés un peu partout dans le pays et même au Belize. Et il m'a promis de m'appeler pour m'inviter à sortir un soir. Dès le début, il m'a beaucoup plu. Il aimait la nature, la chasse, la pêche. Et puis, la seule chose qui m'importait, c'est qu'il rende ma fille heureuse. Je lui ai dit texto, « Shannon, si tu laisses filer celui-là, c'est que tu es devenue folle. » Au bout de 2 mois, les tourtereaux se marient et s'installent dans la ferme de David. L'environnement idéal pour fonder une famille. Ils achètent également 2 chevaux qui, d'après leur ancien propriétaire, sont très dociles. Le 23 juillet 1980, soit 10 mois après leur mariage, le couple se rend à cheval chez un de leurs voisins, Dick Britton. Sympa cette balade? Super, merci. Super, super. Mais Dick a un problème sur une machine et David propose de lui donner un coup de main. On a dû bosser environ une demi-heure sur la machine. Puis Shannon est montée nous rejoindre et m'a proposé de prendre mon fils Norman chez eux. Pas de problème, j'ai répondu. Mais là, Dave est intervenu en disant qu'il passerait le prendre le lendemain matin. C'est elle qui avait posé la question, mais bon, comme il y avait répondu, je n'ai pas relevé. David et Shannon remontent en selle, puis quittent les lieux. À bientôt, Dick. Au lieu d'emprunter la même route qu'à l'aller, le couple choisit de couper par la forêt. Mais très vite, Dick voit son ami Dave revenir au galop. Dick, viens vite! Quand il est revenu, il avait plein de sang sur son t-shirt, il était en sueur. Il avait du mal à respirer comme s'il venait de se battre avec quelqu'un. Il était à moitié chancelant sur son cheval, et c'est là qu'il m'a dit que Shannon s'était grièvement blessé après être tombé de cheval. Davis lui explique que le cheval a rué et que Shannon est tombée la tête la première sur une grosse pierre. Il a laissé sa femme allongée sur le dos, inconsciente, et la tête en sang.
Lorsque Dick arrive sur les lieux de l'accident, Shannon n'a plus sa chemise ni ses baskets. Plutôt étrange. On va l'amener en voiture. Les deux hommes s'empressent de la conduire à l'hôpital. J'étais là, pied au plancher, à klaxonner à tout va. Et dès qu'on est arrivé, j'ai hurlé à l'infirmière « Un médecin, il me faut un médecin !» Je me suis précipité à l'intérieur en hurlant qu'elle était dans un état grave. Shannon est transporté en salle de soins pour vérifier ses fonctions vitales. Mais aucun signe de vie. Sans véritable certitude, son décès est prononcé à 20h45. La blessure de Shannon à la tête et les radios semblent confirmer le témoignage de David, selon lequel la jeune femme aurait heurté une pierre en chutant de cheval. Sur le certificat de décès, les causes de la mort sont attribuées à de multiples fractures du crâne et de la colonne vertébrale. Shannon est morte dans l'Ohio, mais son décès a été prononcé dans le Michigan, ce qui pose un problème de juridiction. C'est pourquoi aucune autopsie n'est pratiquée. Un imbroglio juridique qui va hanter la famille pendant des mois. Shannon Moore avait deux rêves dans la vie. Le premier, devenir infirmière. Le deuxième, fonder une famille. Après avoir décroché son diplôme d'infirmière, elle épouse David Davis. Mais elle n'aura jamais le temps de réaliser son deuxième rêve. Elle meurt à 26 ans d'une chute de cheval. Lorsque Lucille et Bob Moore, les parents de Shannon, arrivent à l'hôpital, David Davis est en larmes. Bien entendu, ils tombent dans les bras les uns des autres. Il m'a prise dans ses bras. Et à ce moment-là, j'ai juste eu le temps d'apercevoir 3 grosses égratignures sur sa main. Il était vraiment amoché. Le père de Shannon a d'autres préoccupations. David insiste pour qu'elle soit incinérée, mais Bob Moore est catholique pratiquant et il veut enterrer sa fille chez eux, dans l'Ohio. Un différend qui va faire réagir Dick Britton. Son père et sa mère étaient en pleurs tous les deux. Du coup, j'ai pris les devants et je lui ai dit « David, c'est sa famille. Elle connaissait personne ici. Laisse-les la ramener à Toledo pour l'enterrer, pour que ses proches puissent venir se recueillir sur sa tombe et mettre des fleurs. » Et il a fini par céder. Le conte de fées, vécu par Shannon Davis, s'achève tragiquement. Après avoir rencontré le prince charmant et rêvé de fonder une famille, la jeune femme succombe à une chute de cheval. Pour dramatique qu'il soit, cet accident n'a aucune raison d'éveiller les soupçons de la police. D'autant qu'à cause d'un imbroglio juridique, le corps n'est pas autopsié. En effet, Shannon est morte dans l'État de l'Ohio, mais son certificat de décès a été délivré dans celui du Michigan. Et, en dépit de l'empressement de son mari pour faire incinérer le corps de son épouse, ses parents parviennent à le convaincre d'organiser un enterrement. Le lendemain, des enquêteurs du bureau du shérif du comté de Hillsdale se rendent sur les lieux de l'accident. Ils trouvent la pierre ensanglantée. C'est la seule à plusieurs mètres à la ronde. Juste à côté se trouvent les baskets de Shannon, à 1,50 m l'une de l'autre. Curieusement, ils remarquent une zone où l'herbe est comme piétinée. Ils ont regardé à droite, à gauche, pris quelques clichés, puis ils sont partis. Je leur ai demandé pour les chaussures, et ils m'ont dit de les garder. Pendant les jours qui suivent, les morts préparent l'enterrement de Shannon. Les parents de Davis, que la famille Moore n'a jamais rencontrés, sont présents aux funérailles. Et ils vont leur faire de troublantes révélations. Tout ce que Davis avait raconté à sa femme n'était que pure invention. Il est loin d'être millionnaire et il ne possède aucune autre propriété. Mais plus terrible encore, il a 2 petites filles d'un premier mariage. Désormais, les morts ne croient plus à l'accident. Dick Britton est du même avis. En effet, le lendemain de la mort de Shannon, Davis lui avait dit quelque chose qui lui a mis la puce à l'oreille.
On était assis dans la cuisine et il m'a demandé si les voisins vendaient toujours leur ferme. J'ai tiqué et là il m'a dit « Oh non, laisse tomber ». Et là je me suis dit « Mais comment il peut penser ça alors que sa femme venait de mourir ?» Ensuite il est parti, mais moi après je n'ai pas arrêté d'y penser. C'était vraiment étrange. Une semaine après la mort de Shannon, Dick Britton et les morts se rendent au bureau du shérif pour leur faire part de leurs doutes. Et là, ils découvrent que Davis avait souscrit un contrat d'assurance vie sur la tête de Shannon, d'un montant de 300 000 $. Les morts demandent à ce qu'une autopsie soit pratiquée sur le corps de leur fille. Et un mois après sa mort, la police fait exhumer le corps de Shannon. L'autopsie révèle une entaille de 2 cm à l'arrière de la tête et des ecchymoses sur l'omoplate gauche, l'épaule gauche, le haut du bras droit, la main droite et la joue gauche. Mais aucune trace de meurtre. Le médecin légiste attribue le décès à sa blessure à la tête et le bureau du shérif classe l'affaire. Croyez-le ou non, mais quand ils ont fait cette première autopsie et n'ont rien trouvé, j'étais sûre qu'ils passaient à côté de quelque chose. Ça ne pouvait pas être autrement. Et je n'avais aucunement l'intention de baisser les bras. Je savais qu'il y avait quelque chose là-dessous. Mais les morts ne sont pas les seuls à avoir des doutes. Billy Bowles, un journaliste, décide de révéler le passé trouble de David Davis. Dans son article, il le présente comme un menteur et l'accuse de plusieurs arnaques à l'assurance. Il a notamment touché de l'argent après l'incendie plutôt douteux de son ancienne ferme. Il n'y avait plus personne sur les lieux ce jour-là et il a touché environ 30 000 $ après l'incendie. Bizarrement, la grange avait aussi brûlé pendant son absence. Il avait touché 6 000 $ de plus pour ça. Mais ce n'est pas tout. Il avait également quitté son boulot chez un constructeur automobile, après un accident de travail particulièrement suspect. Il avait touché une grosse indemnité pour ça, tout en gardant son régime de sécurité sociale. En l'espace de quelques semaines, cette affaire tragique mais apparemment banale prend une toute autre dimension. Car d'accidentel, la mort de Shannon Davis devient énigmatique. Récapitulons brièvement les informations dont nous disposons. Dès le début de sa liaison avec sa future épouse, David Davis lui a caché qu'il avait déjà été marié et qu'il était père de 2 enfants. Il n'a jamais été le gentleman farmer millionnaire qu'il prétendait être, bien au contraire, il a davantage le profil d'un escroc. À la suite d'incendies et d'accidents douteux, il a perçu de fortes indemnités de la part de plusieurs compagnies d'assurance. Plus troublant encore, peu avant l'accident, Davis a souscrit un contrat d'assurance vie d'un montant de 330 000 $ sur la tête de sa femme. Mais tandis qu'un doute s'installe sur son éventuelle implication dans le drame, un élément extraordinaire bouscule l'enquête. En poussant un peu plus loin ses recherches, Bowles apprend également que Davis a fait des études de pharmacologie. Forte de ces nouvelles informations, la famille Moore décide de s'adresser directement au bureau du procureur du Michigan. Il demande que l'enquête soit rouverte. D'après l'autopsie, Shannon est morte d'un coup à la tête. Pour Don Brooks, qui enquête sur l'affaire, il n'y a que 2 possibilités. Soit elle était tombée la tête la première sur la seule pierre qui était là, et c'était réellement un accident, ou alors il l'avait tuée. Et pour qu'il puisse lui frapper la tête sur cette pierre, il fallait qu'elle soit complètement immobile. Du moins, c'est mon avis. Du coup, on pouvait supposer qu'il pouvait l'avoir droguée. Il pouvait très bien lui avoir administré quelque chose qui la paralyse sans la tuer. Davis a des connaissances en pharmacologie. Les enquêteurs interrogent donc les vétérinaires de la région pour savoir quels médicaments peuvent provoquer des paralysies chez les animaux.
Ces derniers mentionnent un puissant décontractant musculaire, la succinylcholine, qu'ils utilisent lorsqu'ils doivent pratiquer des opérations. Après avoir anesthésié l'animal, on administre généralement de la succinylcholine. Ça permet de paralyser complètement ce qu'on appelle les muscles squelettiques. Ça n'affecte en rien le rythme cardiaque, mais tous les muscles intercostaux qui permettent de respirer et tous les muscles que nous utilisons pour nous mouvoir seront complètement paralysés. On utilise également ce médicament chez l'homme. À forte dose, il peut être fatal. Malheureusement, la succinylcholine est quasi immédiatement assimilée par l'organisme et devient dès lors totalement indécelable. Ce qui veut dire que si David a administré cette substance à Shannon, il n'y a désormais aucun moyen de le prouver. Dans les 7 mois qui ont suivi la mort de Shannon Moore, son ex-mari a vendu sa ferme du Michigan pour aller s'installer aux Bahamas. Il vit désormais sur un voilier aux côtés de sa nouvelle petite amie. Davis attend impatiemment les conclusions de l'enquête pour toucher les 300 000 $ d'assurance vie. L'autopsie semble confirmer sa version des faits, mais pas la scène de crime. Davis prétend que Shannon est tombé de cheval et que sa tête a heurté une pierre. Mais la pierre en question est la seule sur plusieurs mètres à la ronde. Et plus étrange encore, la chemise de Shannon a été déboutonnée, ses chaussures délacées et retrouvées à plusieurs mètres du corps. L'herbe était également comme piétinée autour d'elle. La police se demande si Shannon n'aurait pas été droguée avec un puissant paralysant tel que la succinylcholine avant sa mort. Mais à l'époque, il n'existe aucun test permettant de déceler cette substance. Les experts apprennent alors qu'une nouvelle technique permettant de détecter la succinylcholine dans des tissus altérés par l'embaumement du corps vient d'être mise au point en Suède. Les docteurs Robert Fournet et Tom Carroll décident donc de partir en Suède avec des échantillons de tissus prélevés sur le corps de Shannon. Il faudra des semaines de travail aux toxicologistes pour prélever ne serait-ce qu'un échantillon de tissu exploitable. On travaillait 10 heures par jour pour essayer de trouver la meilleure méthode possible. Et dès qu'on a été au point, on a lancé l'analyse des tissus de Shannon. Les tests sont effectués avec un spectromètre de masse qui bombarde d'ions les molécules chimiques pour les réduire à leur stricte composition moléculaire. La fragmentation crée une empreinte chimique qui peut ensuite être comparée aux autres pour identifier les molécules inconnues. Après des semaines d'analyse et des centaines de tests, les experts aboutissent finalement à un résultat. Je fouillais un peu dans les nombreux tests qu'on avait effectués et tout d'un coup, je suis tombé sur un spectromètre indiquant la présence de succinylcholine. Et ce test provenait justement des tissus de Shannon. Tout le monde a hurlé de joie dans le labo. La succinylcholine est un curare dont l'usage est réservé à la médecine pour les anesthésies et pour les soins vétérinaires. La succinylcholine agit rapidement, 1 à 1 minute et demie après l'injection, et induit une paralysie totale de la musculature dans un délai de 30 à 60 secondes et pour une durée qui n'excède pas 10 minutes. Son efficacité et son délai d'action très court permettent de réaliser rapidement et dans d'excellentes conditions des intubations trachéales, notamment en pédiatrie. Par ailleurs, et c'est ce qui nous intéresse dans cette affaire, ce produit rapidement absorbé par l'organisme est quasiment indécelable lors des analyses toxicologiques. Lorsque le procureur du Michigan apprend la nouvelle, c'est le soulagement. Mais il n'est pas sûr que cela sera suffisant. Pour inculper Davis, il lui faut plus de preuves. Il doit savoir à quel endroit du corps le produit a été injecté. Il décide d'exhumer à nouveau le corps de Shannon.
La majeure partie des blessures se trouvait sur la partie gauche du corps de Shannon, sur l'épaule, sur le dos et sur la tête. Elle était donc tombée sur la gauche. Sur la partie droite de son corps, on avait néanmoins une ecchymose sur le bras, juste au-dessus du biceps, mais aussi sur la main. C'étaient les seules blessures apparentes sur la partie droite de son corps. Le docteur Forney décide donc de prélever des tissus sur les blessures et repart en Suède. Et là, il s'aperçoit que son poignet et son épaule droit présentent une bien plus forte concentration de succinylcholine. Ce qui signifie que Davis lui a fait 2 injections. Sur la base de ces preuves, David Davis est finalement mis en examen pour le meurtre de Shannon Moore. Mais la police arrive trop tard. L'oiseau s'est envolé. La traque de Davis va durer des mois, puis des années. La police pense que David Richard Davis a assassiné sa femme en lui injectant une dose mortelle de médicaments pour maquiller son meurtre en un simple accident de cheval. Le produit utilisé était normalement indétectable, mais grâce à une équipe de toxicologistes, la science va faire des miracles. Pendant 8 ans et demi, Davis réussit à échapper à la police, mais les enquêteurs vont finir par retrouver sa piste. Après avoir entendu parler de l'affaire à la télévision, une ancienne petite amie de Davis contacte les enquêteurs. Elle a appelé en me disant qu'elle avait peut-être vu David Davis et qu'il se faisait appeler par un nom différent. Malgré tout, elle hésitait encore à venir témoigner. Elle avait très peur d'éventuelles représailles. Elle leur révèle que Davis vit désormais dans les îles Samoa avec sa femme, sous le nom de David Meyer Bell. Pendant les 8 années qui ont suivi le meurtre, il a successivement vécu en Californie, en Alaska et à Hawaï. Pendant ce temps, il a pris des cours de pilotage et est devenu un pilote de brousse expérimenté. Il sera finalement arrêté par le FBI à l'aéroport de Pago Pago, avant d'être rapatrié dans le Michigan pour être jugé. Avant Shannon, Davis avait fréquenté 7 autres femmes et les avait toutes demandées en mariage en un temps record. Je crois qu'il avait fait 5 demandes en mariage en l'espace de 14 mois. Et la première qui a dit oui n'a pas survécu. Pour le procureur, le mobile est clairement l'argent. Et Davis avait prémédité son crime. Il pense qu'après avoir quitté la ferme de Dick Britton, Davis a demandé à Shannon de descendre de cheval, probablement en prétextant qu'il voulait faire l'amour. Le couple avait en effet l'habitude de faire l'amour en plein air. Alors que Shannon enlève ses chaussures et déboutonne sa chemise, Davis s'approche doucement par derrière et lui injecte la succinylcholine dans l'épaule. Mais le produit ne fait pas effet immédiatement. Une violente lutte s'engage, d'où l'herbe piétinée autour du corps. Davis finit par frapper sa femme à la tête avec une pierre avant de lui injecter une nouvelle dose de paralysant dans le poignet. Shannon meurt instantanément. Si on vous injecte de la succinylcholine, en dehors d'un hôpital qui peut vous fournir une assistance respiratoire, vous mourrez par suffocation. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Shannon. Si elle n'était pas morte d'un accident de cheval, qu'est-ce qui l'avait tuée? On se devait d'apporter une réponse claire au jury. Le jury délibère pendant 2 heures et demie. Mon cœur n'a jamais battu aussi fort. On le tenait enfin. Tout était fini. David Davis est reconnu coupable de meurtre avec préméditation. À l'annonce du verdict, ça a été une véritable ovation dans la salle. Mais j'ai préféré partir plutôt que de commencer à féliciter tout le monde. Je suis allé respirer un peu dans la bibliothèque d'à côté. J'étais vraiment ému.
David Davis est condamné à la perpétuité. La première fois que je suis retournée au cimetière après le verdict, je me suis penchée sur sa tombe et je lui ai dit « On l'a eu ». Je sais que je n'ai rien à me reprocher. Mais quand même, pendant 10 mois, elle a vécu avec un assassin et je n'ai rien vu. J'aurais quand même dû m'apercevoir de quelque chose. David Davis, le pseudo-gentleman farmer, n'était en fait qu'un prédateur au sang froid, meurtrier, manipulateur, escroc. Après plusieurs changements d'identité, une cavale de 9 mois, qu'il avait conduit de la Californie à l'Alaska et d'Hawaï aux îles Samoa, il a été arrêté, jugé et condamné. Sachez encore que lors du procès, une controverse a éclaté entre le docteur Robert Forney, le toxicologue, qui avait détecté les traces du curare dans l'organisme de Shannon, et des membres du collège médical de l'Ohio, ces derniers contestant la présence du produit. Depuis une 50aine d'années, le blue jean, emblématique de la jeunesse, est devenu le vêtement le plus porté au monde. Fabriqué chaque année à des dizaines de millions d'exemplaires. Il envahit les marchés du monde entier, et bien que les qualités et les coupes varient d'un modèle à l'autre, on pourrait croire que rien ne permet de les distinguer. Erreur. Équipés de matériel sophistiqué, les experts du FBI sont capables de détecter leurs plus infimes particularités et de prouver, grâce à cela, la présence d'un terroriste sur une scène d'attentat. C'est cette prouesse technique que je vous invite à découvrir dans notre seconde affaire. La ville de Spokane est le centre économique et culturel de la région du Nord-Ouest Pacifique, qui s'étend sur les États de Washington, de l'Idaho, du Montana et de l'Oregon. La région est réputée pour ses paysages magnifiques, mais aussi pour abriter de nombreux groupuscules d'extrême droite, particulièrement hostiles au gouvernement des États-Unis. À 14h36, dans l'après-midi du 1er avril 1996, l'un de ces groupuscules va justement faire parler de lui à Spokane. L'un des employés d'un quotidien local découvre une bombe juste derrière la porte de service. Alors qu'il s'apprête à prévenir la police, la bombe explose. Les portes et les fenêtres volent en éclats et une épaisse fumée envahit tout le bâtiment. Pendant que les employés du journal évacuent l'immeuble, la police se précipite sur les lieux. Les locaux sont entièrement dévastés, mais heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. À 14h47, soit exactement 11 minutes après la première explosion, la police reçoit un nouvel appel. Une autre explosion s'est produite dans la succursale de l'US Bank, à seulement quelques pâtés de maisons de là. Sur les images de vidéosurveillance, on voit nettement 2 hommes entrer dans la banque, mais plusieurs témoins affirment en avoir vu un troisième les attendre à l'extérieur au volant d'une camionnette. Les malfrats avaient le visage masqué sous des cagoules. Lourdement armés, les 2 hommes ont ordonné à la guichetière de mettre l'argent dans des sacs. Après avoir pris tout l'argent qu'il y avait dans les caisses, l'un des 2 malfaiteurs a posé une bombe artisanale sur le comptoir. Il l'a enclenchée et a demandé à tout le monde d'évacuer les lieux. Selon l'un des témoignages, il me semble bien qu'il a dit quelque chose comme « Sortez tous d'ici, ça va exploser » ou quelque chose dans le genre. La bombe que l'on découvre ici sur les images de vidéosurveillance va effectivement exploser. L'intérieur de la banque est complètement dévasté. Mais encore une fois, aucune victime n'est à déplorer. Si la guichetière était restée là, elle aurait pu être tuée ou être grièvement blessée. Quant aux clients de la banque, eux aussi auraient sans doute été blessés par les éclats de la bombe. Les enquêteurs font très vite le lien entre les 2 explosions.
Vu la proximité des deux sites touchés, ils sont convaincus que la première bombe n'était qu'un leurre destiné à détourner l'attention des forces de police pendant le braquage de la banque. Ce qui signifie que les criminels ont minutieusement préparé leur coup. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Il était clair que ce n'étaient pas des amateurs. Ils avaient tout préparé. Les braqueurs ont laissé une lettre sur les deux sites. Il existe donc bel et bien un lien entre les deux explosions. Dans leur lettre, les criminels affirment n'en avoir pas terminé et signent leurs méfaits d'un symbole parfaitement reconnaissable, un P mêlé à une croix. Ce sigle est celui des adeptes de Phineas, une secte néo-nazie extrêmement bien armée et ultra-violente qui mène une guerre sainte contre le gouvernement des États-Unis. À Spokane, 2 attentats à la bombe ont eu lieu à 10 minutes d'intervalle et ont fait d'énormes dégâts. Tout le monde redoute que ce ne soit qu'un début et un vent de panique souffle sur la ville. En fouillant les décombres, les experts découvrent 2 lettres de revendication. Pour les agents de la sécurité intérieure, les attentats sont signés. Grâce aux symboles laissés au bas des lettres, ils savent maintenant que les responsables font partie des adeptes de Phineas. Les préceptes de cette secte sont un mélange de prophéties bibliques et d'ultra-violence. Des idées néo-nazies combinées à une interprétation fondamentaliste des Écritures. Ces membres vouent une haine aveugle au gouvernement et prônent la violence. Ce qu'ils veulent, c'est détruire l'Amérique dans le but de la sauver. Ils ne cherchent pas à réformer le pays. Ils considèrent que l'ensemble du système est pourri de l'intérieur et doit être éradiqué pour repartir sur de nouvelles bases. Les groupes de la mouvance néo-nazie et de la suprématie blanche sont considérés par les autorités américaines comme étant les plus dangereux au sein des organisations extrémistes. Détournant l'esprit du premier amendement de la Constitution des États-Unis, qui stipule que le Congrès ne pourra faire aucune loi concernant l'établissement d'une religion ou interdisant son libre exercice, ces groupuscules se nourrissent de racisme et d'antisémitisme sous couvert de prosélytisme chrétien. Les mouvements les plus structurés, donc les plus redoutables, sont l'Alliance nationale, Nation aryenne, le Mouvement pour l'identité, l'Église mondiale du Créateur ou encore le Ku Klux Klan de sinistre mémoire. Dans notre affaire, les membres de Phineas combattent notamment les couples interraciaux, les homosexuels et les interruptions volontaires de grossesse. David Neuwirth connaît bien la secte. Il l'a étudiée pour écrire son livre « In God's Country ». Selon lui, la secte tire son nom d'un passage de l'Ancien Testament où un homme du nom de Phileas tue un couple mixte. L'essence même de leur croyance est que tout homme qui viole les lois divines mérite la mort. La secte a pris la ville de Spokane pour cible, ce qui sème la terreur chez les habitants. Tout le monde, et en particulier la police, s'attend au pire. On n'avait jamais connu de pareilles menaces à Spokane, surtout que ça impliquait tous les habitants de la ville. Habituellement, on a affaire à des crimes isolés, voire des tueurs en série dans le pire des cas. Mais là, toute la ville était menacée, tout le monde avait peur. Si la police connaît le nom de la secte, elle ne connaît pas celui des auteurs des 2 attentats à la bombe. Des experts du FBI décident de visionner une nouvelle fois les bandes de vidéosurveillance de la banque. La caméra n'enregistre les images que toutes les secondes, mais en les agrandissant, ils parviennent à obtenir des clichés incroyablement nets. C'était quasiment les images les plus nettes que j'ai eues à disposition au labo. C'était du 35 mm noir et blanc de très bonne qualité. Et le suspect se tenait si proche de la caméra qu'on ne voyait quasiment que lui. Vorder Brugge, un expert en analyse photographique du FBI, tente de déterminer la taille du terroriste.
Pour cela, il va utiliser un procédé qui permet de prendre en compte les dalles du sol, la position des caméras, mais aussi la taille des guichets, afin de déterminer la dimension de tout ce qui apparaît à l'image. Après analyse, les experts estiment à environ 1,66 m la taille du terroriste. L'information est aussitôt transmise à la police de Spokane. Mais le 12 juillet, à peine 3 mois après le premier attentat, une nouvelle bombe explose. Cette fois, la cible est un centre de planning familial. Plusieurs témoins ont vu 2 hommes avec des capes de pluie jeter une bombe artisanale dans l'entrée de la clinique avant de s'enfuir en voiture. Cette fois, la charge était remplie de chevrotine, pour qu'il y ait plus d'éclats qui soient projetés, vraisemblablement dans le but de causer davantage de dégâts, et sans doute de faire plus de victimes. Cette bombe a été conçue pour tuer. Par chance, aucune victime n'est à déplorer. Personne n'a été blessé. Incroyable. Par chance, il n'y avait personne à ce moment-là, sinon ça aurait été un carnage. Il y aurait forcément eu des victimes. Pour vous donner une idée, l'explosion a carrément creusé un trou de 10 cm dans le béton. À peine 15 minutes plus tard, la banque qui avait été braquée 3 mois plus tôt est à nouveau prise pour cible. L'opération a été menée exactement comme la précédente. Après l'attentat à la clinique, une camionnette s'est garée devant la banque de Sprague Avenue et 2 hommes ont pénétré à l'intérieur. Ils étaient tous les 2 armés et l'un d'eux avait une bouteille de propane. C'est le gaz liquide qu'on utilise en général pour faire des barbecues. Comme lors du premier braquage, les malfaiteurs vident les caisses de la banque, mais cette fois, ils repartent avec 35 000 $. Ils laissent le bidon de propane à l'intérieur de la banque avant de prendre la fuite dans une camionnette blanche. Le détonateur de la bombe est relié à un taser. Heureusement, elle n'explose pas. Dans la clinique, la police retrouve une pochette d'allumettes avec le symbole des adeptes de Phinéas et une inscription indiquant 2 passages de la Bible. L'un d'entre eux, le psaume 139, contient le verset « Ô Dieu, ne feras-tu pas mourir le méchant ?» Quelques jours plus tard, la clinique reçoit une lettre des terroristes. À l'intérieur, ces quelques mots. « Désolé de vous avoir raté le 12 juillet, on se rattrapera la prochaine fois. » Après avoir été la cible de 2 attentats à la bombe, l'US Bank de Spokane décide d'offrir une récompense de 130 000 $ à quiconque fournira des informations sur les membres des adeptes de Phinéas, la secte qui a revendiqué les 2 braquages. Pendant ce temps, les experts analysent les restes de la bombe artisanale qui a explosé au centre du planning familial. Attentat à la bombe, hold-up en série, terrorise la population de la ville de Spokane. Afin de recueillir le maximum d'indices, les experts scientifiques passent au peigne fin les décombres de la clinique du planning familial ravagée par l'explosion. Leur intervention combine plusieurs logiques. La recherche d'empreintes digitales et de traces biologiques sur des fragments du dispositif et la recherche des composants de l'engin, car ils peuvent permettre de remonter la piste de l'approvisionnement. Les explosifs peuvent être d'origine industrielle, militaire ou aussi artisanale. Ces derniers sont de puissance variable en fonction des substances utilisées. On peut par exemple retrouver dans leur composition des traces de charbon, de soufre, d'engrais ou de désherbants. La bombe avait fait d'énormes dégâts à l'intérieur de la clinique. Le directeur du planning familial a carrément fait le déplacement de New York. Il nous a dit que c'était le plus terrible des attentats de ce type qu'il ait jamais vu. La bombe était recouverte de chevrotine. Un procédé qui l'a rendue beaucoup plus efficace, mais aussi plus facilement identifiable.
La chevrotine est souvent fabriquée à partir de batteries de voitures recyclées. Les nombreuses impuretés qu'elle contient peuvent facilement être identifiées. Kathleen Lundy, experte au FBI, récupère les restes de chevrotine éparpillés dans la clinique et les dissout dans une solution chimique neutre. La solution ainsi obtenue est vaporisée à très haute température. Le taux de vaporisation est ensuite analysé par un ordinateur qui va donner la composition chimique de la chevrotine. De toute ma carrière, je n'avais quasiment jamais vu de la chevrotine aussi concentrée en impuretés. Mais surtout, sa composition chimique était très différente de toutes celles que j'avais eues à analyser dans le passé. Les enquêteurs espèrent que la chevrotine en question va pouvoir les mettre sur la piste des terroristes. Mais c'est la récompense promise par la banque qui va dans un premier temps faire avancer l'enquête. Un homme que les adeptes de Phineas avaient tenté d'embrigader dans leur secte a contacté les autorités dans l'espoir de toucher la récompense. Il connaissait l'identité de plusieurs d'entre eux. L'informateur leur donne 3 noms: Vern J. Merrill, Robert Berry et Charles Barbie. Ils habitent tous à Sandpoint, dans l'Idaho. Mais ce n'est pas tout. Selon lui, les 3 hommes préparent un nouveau coup. Ils ont prévu un nouveau braquage le 8 octobre. Leur cible, une agence de l'US Bank à Portland, dans l'Oregon. Le FBI se renseigne immédiatement sur les 3 suspects et les met sous surveillance. Il découvre que Merrill, 51 ans, a par le passé occupé un poste d'ingénieur dans le nucléaire et qu'il a quitté son travail pour aller s'installer dans l'Idaho. Désormais, il se dévoue uniquement à sa nouvelle cause avec les adeptes de Phineas. Berry, 42 ans, possède quant à lui un garage. Il consacre tout son temps et son argent à combattre le gouvernement. Barbie, 44 ans, a quitté son emploi dans une compagnie de téléphone depuis plusieurs années. Les enquêteurs pensent qu'il pourrait s'agir de lui sur cette image de vidéosurveillance. Son casier judiciaire indique qu'il mesure 1,67 m, ce qui correspond plus ou moins à la taille estimée par l'expert du FBI. Le 8 octobre, les 3 hommes chargent leur véhicule d'armes automatiques et de lance-grenades et prennent la direction de Portland. Avant que les malfrats n'aient le temps d'arriver à destination, le FBI prévient l'agence de l'US Bank de verrouiller tous les accès. Qu'est-ce qui se passe? Des agents du FBI surveillent de près les 3 hommes qui se sont garés devant la banque. Ils voyaient des clients arriver devant la banque et essayer d'ouvrir la porte, mais personne ne parvenait à entrer. Du coup, la banque a reçu un appel pour savoir s'ils étaient ouverts. Ils ont répondu que non. On pense que c'était les terroristes qui appelaient depuis leur véhicule. S'apercevant qu'ils ont été piégés, les terroristes prennent la fuite à bord d'une fourgonnette. Aussitôt, hélicoptères, véhicules du FBI les prennent en chasse. Les malfrats sont redoutables et puissamment armés. Alors afin d'éviter qu'une fusillade éclate en pleine rue ou qu'une prise d'otage ne mette en péril la vie d'innocents, les policiers attendent patiemment le moment opportun. Et ils se présentent lorsque le trio s'arrête dans une station-service. Dès lors, des dizaines d'agents convergent vers leur cible. Impuissants, les terroristes se rendent sans qu'aucun coup de feu ne soit échangé. Ils étaient prêts à tout. Si on avait eu le malheur de tenter de les appréhender sur l'autoroute, ils auraient riposté à coup sûr. Et il y aurait eu des victimes, j'en suis persuadée. Le FBI perquisitionne chez les 3 suspects. Au domicile de Vern Merrill, ils trouvent une imprimante couleur à jet d'encre de marque Hewlett-Packard, dont les caractéristiques correspondent à la lettre envoyée au planning familial. Dans le garage de Robert Berry, ils trouvent de la chevrotine qui semble correspondre à celle de la bombe utilisée dans l'attentat contre le planning familial. Et au domicile de Charles Barbie, le 3e suspect,
les enquêteurs mettent la main sur une pièce à conviction plutôt inhabituelle. Mais pour les experts du FBI, cet indice va faire toute la différence. Un jean usé. Après l'arrestation des 3 suspects dans les attentats et braquages de Spokane, les enquêteurs cherchent des preuves les reliant au crime. La chevrotine récupérée dans le garage de Robert Berry est soumise aux mêmes analyses que celle qui a été retrouvée après l'attentat contre le planning familial. Sur le plan chimique, on avait exactement le même type de chevrotine, que ce soit à la clinique ou au garage. Elles avaient la même composition chimique. Mais le procureur a besoin de plus de preuves. Les enquêteurs décident alors de réexaminer les images de vidéosurveillance de la banque pour tenter d'identifier l'un des suspects. Est-il possible que le suspect qui apparaît très nettement sur ces 2 images soit effectivement Charles Barbie? L'homme est dissimulé des pieds à la tête. En revanche, on peut nettement voir son jean. La plupart des jeans sont fabriqués avec du coton blanc qu'on teint ensuite en bleu. Le motif créé par le délavement de cette couleur au niveau des coutures peut être très caractéristique. Avec l'usure, le jean reste bleu dans le creux des coutures, tandis qu'il s'éclaircit sur le haut. Dès lors, la forme du jean et la façon dont il est porté par son propriétaire font apparaître un motif presque aussi caractéristique qu'un code-barre le long de ses coutures. Richard Vorderbrugge, expert au FBI, demande à un agent de la même taille que Barbie d'enfiler le jean retrouvé chez lui. Il le photographie à la même distance et dans la même posture que l'image récupérée sur les bandes de vidéosurveillance de la banque. Ça m'a permis d'avoir un cliché du jean qui s'approchait le plus possible de celui des images de vidéosurveillance. Ça m'a aussi permis de reproduire le drapé du jean, presque à l'identique. Grâce au procédé d'analyse point par point, les photos sont découpées en plusieurs sections qui sont ensuite examinées une à une. L'expert du FBI compare ensuite les clichés du jean sur les images de vidéosurveillance avec ceux qu'il a pris. Les analyses révèlent plus de 30 points identiques entre les 2 jeans. Près de la 5e zone, on voit clairement que la couture se rabat à un endroit précis. Une caractéristique visible sur les 2 clichés. Au niveau de la zone 7, on voit les crêtes s'étendre au-dessus de la ligne d'ourlet. Mais dès que la couture rejoint la ligne d'ourlet, le jean perd sa couleur bleue pour redevenir blanc, une caractéristique qui apparaît une nouvelle fois sur les 2 clichés. Pour finir, sur la zone numéro 2, on remarque l'usure du jean sur la gauche, au-dessus de la ligne d'ourlet. Et sur l'ourlet, on aperçoit une sorte de hache, avec une barre plus large sur la droite. Or, on retrouve ce même hache sur le cliché du jean retrouvé chez Barbie. Dans cette affaire, j'ai finalement été en mesure d'identifier le jean de façon formelle, ce qui m'a permis d'affirmer que c'était bien celui porté par le suspect. On ne savait pas qui c'était puisqu'il avait une cagoule, donc c'était une preuve capitale. Barbie n'aurait sans doute jamais pensé que son jean permettrait à la police de l'identifier. En mars 1997, le procès du trio de terroristes s'ouvre avec plus de 500 pièces à conviction. Malheureusement, le jury ne parvient pas à un verdict unanime et le juge doit prononcer un non-lieu. On apprendra par la suite que l'un des jurés était un sympathisant des adeptes de Phinéas et de leurs actions contre le gouvernement. Mais lors du 2e procès qui se tient 3 mois plus tard, le jury déclare cette fois les accusés coupables et condamne Vern Merrill, Charles Barbie et Robert Berry à la réclusion criminelle
à perpétuité. Les accusés prétendent que le procès est entaché de pression politique. Mais pour prouver leur culpabilité, les enquêteurs ont présenté au jury un djinn qui correspond en tout point à celui de l'un des 3 poseurs de bombes. Le labo du FBI a fait un travail remarquable. Ils ont réussi à identifier formellement le djinn porté par l'un des braqueurs de banque. C'est d'ailleurs la seule fois qu'on a pu résoudre une affaire de cette façon. Si ça a déjà été fait ailleurs, je n'en ai jamais entendu parler. Un travail exceptionnel. C'était plus des braqueurs qu'autre chose, c'était l'argent qu'ils voulaient. De simples criminels, quoi. Bien sûr, ils ne croyaient pas en notre gouvernement. Bien sûr, ils étaient contre l'avortement, contre les banques. Mais au final, ce n'étaient que de vulgaires criminels dont le mobile était l'argent. Durant le procès, en plus des 500 pièces à conviction présentées au jury, 90 témoins se sont succédés à la barre. Cependant, les preuves matérielles récoltées au domicile des inculpés ont été décisives. La photocopieuse couleur ayant servi à réaliser la lettre de revendication de certains attentats retrouvés chez Vern Merel. La chevrotine issue du garage de Robert Berry, semblable à celle prélevée au milieu des gravats. Et enfin, le blue jean que Charles Barbie portait lors des attaques de banque et que les experts du FBI étaient parvenus à identifier. Comme nous l'avons vu dans un premier temps, un non-lieu a été rendu, le jury ne parvenant pas à s'accorder sur le verdict. Mais cette série d'attentats et de braquages ne pouvant rester impunis sans provoquer un tollé dans l'opinion publique, un second procès s'est tenu 3 mois plus tard, à l'issue duquel les 3 hommes ont été condamnés à purger une peine de prison à vie. Ainsi se termine cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve bientôt sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles.